Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Donc aujourd'hui on va faire une deuxième vidéo pour challenger les compétences des différentes IA en termes d'agilité. On a déjà fait une première vidéo sur le sujet, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir où j'explique un peu plus en détail le concept et les règles. Là on va faire exactement la même chose mais avec d'autres questions sur l'agilité. Des questions assez classiques que les Scrum Master, RT ou Coach Agile peuvent rencontrer au quotidien. Et le but, c'est toujours de tester ces différentes IA, voir quel est leur niveau par rapport aux méthodes agiles. Alors là, on se concentre sur Scrum pour l'instant, on étendra plus tard dans d'autres vidéos à d'autres sujets. Voir quel est le niveau des IA et voir si on peut les utiliser, si ça peut nous aider ou si y a des erreurs. Et oui, aussi il peut y avoir des erreurs. Donc je rappelle qu'on va tester 3 IA, ChatGPT, Claude et Gemini de Google. Donc bon, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit la dernière fois, mais en gros, on va tester l'IA au jour d'aujourd'hui, ce qui est accessible gratuitement ou avec un abonnement raisonnable. Voilà, c'est l'IA de maintenant et sans faire de supposition sur ce que l'IA pourrait devenir à terme. Le système de notation, tout d'abord, comme dans la précédente vidéo, pour chaque situation, je vous donnerai mon avis personnel qui servira de référence. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, vous pouvez ne pas être d'accord, mais il faut bien avoir un point de référence quand même. Donc moi, je me base sur mon expérience et mon avis pour donner ce point de référence pour comparer l'IA. Après, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez enrichir ou nuancer tout ce que je dis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je suis sûr que ça sera très intéressant. Et je sais d'avance que d'autres Scrum Masters ou d'autres coachs pourraient très bien ne pas être d'accord avec certaines choses que je dis parce que on a tous une pratique, des préférences, un style d'animation qui peut varier. Ça pose pas fondamentalement de problème du moment que c'est pas en contradiction totale. En tout cas, n'hésitez pas à le mentionner si vous avez des commentaires à faire. Donc, on va noter l'IA entre 0 et 5. 5, la réponse est aussi bien ou mieux que ce que je donnerai comme réponse. 4, réponse presque aussi bien. 3, réponse correcte mais incomplète ou peut mieux faire. 2, réponse avec des erreurs. 1, réponse fausse, complètement fausse. Et 0, réponse qui n'a aucun sens ou pas de réponse. Donc, on reste sur des sujets classiques Scrum Master, comme la dernière fois. Donc première question, mon équipe ne veut pas faire des rétrospectives, ne veut pas faire de rétrospectives. Je suis Scrum Master d'une équipe, mais beaucoup de team members ne veulent pas faire de rétrospectives. Ils pensent que la rétro ne sert à rien et ils préfèrent travailler au développement des US. Que me conseilles-tu? Alors, ce genre de situation, je pense qu'on l'a tous connu, j'imagine. C'est assez fréquent que des équipes ne veuillent pas faire de rétro ou ne comprennent pas l'intérêt. Je dirais même que ça dépend même pas forcément du Scrum Master lui-même. C'est pas une question de compétences parce que ça m'est arrivé dans des missions où j'avais plusieurs équipes à accompagner et en même temps, en parallèle, au quotidien. Et une équipe adorait les rétros et participait et tout ça, était super volontaire. Et au même moment, une autre équipe avec des team members différents, bien sûr, qui n'avait pas le même historique, avec pas la même culture ou pas les mêmes personnalités, n'aimait pas les rétros, trouvait ça inutile et traînait un peu des pieds pour y participer. Donc ça c'est une question qui est pas simple, je trouve. Qui peut pas se résoudre simplement, ça se résout sur le long terme, ça se travaille. Alors bon, quand j'ai des gens réticents sur la rétrospective, ce qui peut toujours arriver, une des premières choses c'est de réexpliquer pourquoi on fait une rétrospective, à quoi ça sert. Donc je vais essayer d'être bref quand même. J'ai pas préparé les réponses. Je les ai écrites, j'y pense en les écrivant quand j'ai fait ces slides, mais j'ai pas tellement réfléchi finalement pour jouer un peu le jeu. Donc la première chose, c'est d'expliquer la rétrospective, essayer de comprendre pourquoi ils veulent pas faire de rétrospective. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire des rétrospectives simples, des formats simples. Souvent les équipes qui veulent pas faire de rétrospective, elles veulent pas prendre trop de charge mentale dans une rétrospective, elles ne veulent pas des formats compliqués. Donc dans ce cas, je fais un format simple, type positif, négatif, et on discute. En général, c'est plus apprécié par les équipes réticentes. On peut réduire la durée de la rétro, par exemple passer de 1 heure à 30 minutes.
Après, bon, s'il y a toujours trop de réticence, on peut annuler une rétro de temps en temps. Alors, certainement ne seraient pas d'accord avec ça. Par exemple, je dirais, on annule la rétro pour ce sprint, mais je compte sur vous pour la prochaine fois. Donc c'est un peu une négociation, c'est du donnant-donnant. On n'en fait pas pour ce sprint, mais la prochaine fois, je compte sur vous. En général, ils font l'effort. Voilà. C'est rare vraiment que les gens refusent complètement en bloc, voilà, si on est un peu dans la négociation, dans l'échange. Donc, on va poser la question à ChatGPT. Et après, voilà, ça se construit sur le long terme, au cours des différentes rétros, pour qu'une équipe apprécie les rétros. Ça se résout pas simplement en un seul sprint, je pense. Alors, qu'en pense ChatGPT? À mon avis, c'est une question un peu difficile, plus difficile que celle qu'on avait faite dans la précédente vidéo. Lorsqu'on ton équipe ne voit pas la valeur des rétrospectives, il est essentiel de comprendre leurs préoccupations tout en réaffirmant l'importance de cet événement dans l'amélioration continue, effectivement. Comprendre les réticences, discuter individuellement avec les membres. Oui, ça c'est toujours bien de discuter individuellement à la machine à café dans un autre contexte. En réalité, la rétro, discuter à la machine à café, ça peut être une rétro. Donc ça c'est autre chose. S'ils veulent vraiment pas faire de rétro, ce qui est important, au-delà de la réunion en elle-même, cadrée, formatée, c'est que l'équipe se pose des questions et a un feedback, se pose des questions sur ce qui s'est passé, une réflexion et essayer de trouver des pistes d'amélioration si nécessaire. Et ça peut très bien se faire à la machine à café ou au resto ou au bar. Voilà, tout est bon et ça peut se faire individuellement, collectivement. Voilà, moi là-dessus je suis pas très strict. Donc recueillir les feedbacks sur la structure de rétrospective, effectivement. Il y a plein de types de rétrospectives différentes, chacun son propre style. Certaines équipes aiment bien les animations très ludiques, etc. et très sophistiquées. D'autres équipes préfèrent les rétros très simples. Il n'y a pas de règle, c'est un peu le hasard. Et alors, il faut pouvoir s'adapter à toutes les équipes. Moi, personnellement, j'aime bien les rétros simples, mais je fais quand même souvent des rétros un peu plus sophistiqués parce que les équipes aiment bien aussi. Donc, j'essaie de m'adapter aux équipes. C'est pas toujours simple parce que même à l'intérieur d'une équipe, il y a des gens qui peuvent aimer les choses compliquées, d'autres qui peuvent aimer les choses simples. Donc c'est toujours très difficile de satisfaire tout le monde. Montrer les bénéfices concrets, rappelle que la rétrospective est un pilier essentiel pour améliorer la qualité du travail, met en avant des exemples où les équipes ont pu résoudre des problèmes grâce aux rétrospectives, ou souligne les petites victoires issues des rétrospectives. Effectivement, expliquer pourquoi la démo est importante. Rendre la rétrospective plus engageante, chaque format de la rétrospective pour qu'elle soit plus ludique. Change le format de la rétrospective pour que ce soit plus ludique, interactif ou centré sur un problème particulier. Des formats comme des rétrospectives basées sur des thèmes. Alors voilà, ça peut être une solution. Halloween, tiens, on en a parlé juste avant. Et l'autre solution, ça peut être simplifier. Parce que alors j'ai déjà eu une équipe qui voulait juste discuter pendant rétro, sans même avoir trop de formats. Ça les embêtait de faire des jeux ou des animations, mais ils voulaient vraiment faire une vraie rétro sur ce qui s'est passé, mais ils préféraient discuter, puis on prend des notes sur les actions directement, sans avoir besoin d'une animation complète. Donc tout existe. Si l'équipe se lasse d'une structure récurrente, essaie d'adapter la durée ou de proposer une rétrospective plus ciblée. Insister sur l'amélioration continue, mettre l'accent sur l'action. Alors voilà, c'est souvent un problème, c'est que on a toujours du mal à identifier des actions concrètes parfois, ou parfois on les identifie mais on n'arrive pas à les réaliser, parce que les problèmes récurrents peuvent prendre plusieurs sprints à corriger, ou parfois ça dépend pas que de nous. Donc même si ça peut être frustrant pour cette raison, une rétro, ça peut justifier que certaines personnes se disent que ça sert à rien. Mais ceci dit, alors déjà identifier le problème et s'en plaindre, c'est déjà une première étape vers la résolution. Et parfois, ça prend beaucoup de sprints, voire ça peut être des années pour certains problèmes de trouver la solution dans les organisations complexes. Mais il ne faut pas désespérer. Donc rendre la rétrospective optionnelle, voilà, ou envisager de proposer une rétrospective plus courte, volontaire, ou seuls ceux qui souhaitent. Alors voilà, ça aussi des fois je suis optionnel, s'il y en a qui viennent pas, tant pis pour eux. S'il y en a quelques-uns qui veulent le faire, on le fait avec ceux qui sont motivés. Je trouve que cette réponse elle est excellente, donc 5. Voilà. Ensuite, même question pour Claude. Donc je fais cette vidéo à la suite de la précédente, donc c'est pour ça qu'il y a les questions précédentes qui sont encore affichées. Donc cette situation est délicate, mais pas rare. Effectivement, c'est pas rare. Comprendre les raisons profondes. Alors c'est toujours, Claude nous dit toujours qu'il faut comprendre. Donc effectivement, c'est toujours une bonne chose.
Éduquer sur l'importance de la rétrospective, rappeler à l'équipe que la rétrospective est pilier d'amélioration continue. Oui, tout à fait, là ça c'est la pédagogie, c'est aussi la base de tout, si on veut que les gens fassent des rétros. Démontrer la valeur, partager des exemples concrets d'amélioration, ChatGPT nous a dit ça. Adapter le format, pareil, proposer de nouvelles façons de mener les rétrospectives, demander à l'équipe de suggérer des formats, pourquoi pas, oui, tout à fait, ça peut forcément aider, c'est une bonne idée. Fixer des objectifs clairs, assurez-vous que chaque rétrospective aboutisse à des actions concrètes et mesurables. Effectivement, ça aide aussi. Intégrer la rétrospective au flux de travail, essayer de lier directement le résultat des rétrospectives à l'amélioration du développement des US. Montrer comment le temps investi dans la rétrospective peut se traduire par un gain de temps. Alors c'est difficile parfois de mesurer le bénéfice d'une rétrospective. Moi je pense que c'est fondamentalement vertueux et fondamentalement utile. Même s'il n'y a aucune action, etc. Le simple fait de discuter, ça fait réfléchir les gens, ça... Même se plaindre, ça peut être déjà une soupape de sécurité. Si on se plaint, ça fait du bien, on s'écoute, etc. Parfois, on est face à des problèmes qu'on ne peut pas résoudre tout de suite, ça peut être un peu frustrant, mais c'est quand même bien déjà de commencer à en parler, c'est la première étape. Donc je pense que rien que ça, c'est fondamentalement vertueux. Alors, mais parfois, les problèmes se résolvent sur le long terme, il faut plusieurs rétros. Donc ça, on peut se rendre compte de ça seulement si on fait la rétro régulièrement et qu'on voit la progression, mais sur le long terme, par exemple sur toute une année. Alors les gens souvent ils aiment bien que ça aille très vite, que ça soit action-réaction et qu'on résolve les problèmes tout de suite. C'est pas toujours aussi simple, mais bon, faut quand même, voilà, donc ça peut décevoir, ça peut décevoir. Commencer petit, si l'équipe est vraiment réticente, proposer de commencer par des rétrospectives plus courtes ou moins fréquentes. Voilà, donc ça on l'a dit. Impliquer le product owner et le management, demander leur soutien pour souligner l'importance. Bon, impliquer la hiérarchie si les gens veulent pas faire de rétro. Bon, alors bien sûr là c'est pas la hiérarchie, hein, parce qu'en agilité il n'y a pas de hiérarchie, mais bon, le product owner normalement en théorie c'est quelqu'un qui est extérieur à l'équipe, donc impliquer un membre extérieur à l'équipe. Moi je suis pas fan, et pareil pour le management. La rétro c'est quelque chose qui est vraiment normalement interne à l'équipe, c'est la vie interne de l'équipe, c'est pour l'équipe, pour elle-même, et je n'impliquerai pas de personnes extérieures à l'équipe. Donc ça c'est, moi je trouve que c'est pas un bon conseil, je le ferai pas. Mesurer et partager les progrès. Ok, rester patient et persistant, tout à fait, exactement, les choses se font sur le long terme. Bon, la réponse est pas mal, sauf mesurer et partager les progrès. Non, sauf, pardon, excusez-moi, sauf impliquer le product owner et le management, ça je trouve que c'est une mauvaise idée. Donc du coup, je vais enlever des points. Bon, alors normalement, tac tac, réponse comportant des erreurs. Bon, j'ai quand même pas envie de mettre 2, parce que c'est quand même un peu sévère. Mais en même temps, bon... Mais il faut aussi pénaliser l'erreur. Parce que si on croit aveuglément en l'IA, et que l'IA nous fait des mauvaises réponses, on peut être mis en difficulté derrière. Moi personnellement, je ne... Alors, et après ça peut se débattre, il y a des gens qui pourraient penser que c'est d'accord. Alors moi je vais donner mon propre avis, pour moi, il ne faut pas le faire pour une rétro impliquer des gens extérieurs à l'équipe. Il faut discuter en interne dans l'équipe. Donc c'est très sévère, pour cette raison je vais quand même mettre 2. Parce qu'il y a une erreur et on n'aime pas les erreurs. Voilà. Voilà, c'est très sévère. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette notation. En tout cas, je vous ai expliqué pourquoi. Ensuite, la même chose à Gemini. On va essayer d'aller vite car il faut que je parte dans moins de 30 minutes. C'est une situation assez courante, effectivement. Comprendre leurs raisons, dialogue individuel, c'est toujours bien. Écoute active. Montrer la valeur ajoutée de la rétrospective, expliquer les bénéfices, je l'ai dit, mettre en avant l'amélioration continue, lier les rétrospectives aux US, ok, ça a déjà été dit, varier les formats, impliquer l'équipe, invite les membres de l'équipe. Alors voilà, proposer, ça je ne l'avais pas dit moi dans ma réponse, mais je trouve que c'est une bonne idée. Célébrer les réussites, oui, ça aussi je l'avais pas dit, mais je trouve que la rétro c'est pas que pour les problèmes, hein. Des fois il y a des équipes qui fonctionnent très bien, qui sont très contentes, où tout se passe bien. Et en rétro on se dit voilà, tout s'est bien passé, on est les meilleurs, on a envie de rien changer. Alors il y a des gens qui pensent qu'on peut toujours s'améliorer, c'est certainement vrai. Moi je pense qu'il y a des limites et des fois, même si on peut toujours s'améliorer à la marge, faut se réjouir quand on est performant et que tout est bien rodé, que tout se passe bien. Il n'y a pas toujours matière à remuer des problèmes, hein. Et, si on peut faire une rétro où tout le monde est content, ça me va très bien aussi.
Mettre en place un système de suivi. Visibiliser les actions, communiquer les résultats, ça a été dit. Ne pas forcer, le changement prend du temps, effectivement, célébrer les petites victoires, quelques idées de format de rétrospective ludique, plus moins même, la ligne du temps, timeline, rétrospective, ok, le speed dating, ça je connais pas, les membres de l'équipe se rencontrent 2 à 2. Ah tiens, c'est intéressant, ça donne une idée, je ne l'ai jamais faite cette rétro, j'en ai fait plein dans la rétro, mais speed dating je ne connaissais pas. Je retiens, je la ferai une prochaine fois, ça m'a l'air amusant. Bon, bah Gemini, je pense qu'il répond bien, il n'y a pas d'erreur, donc je mets 5. On passe à la question suivante. Donc je vous le mets en grand pour que vous puissiez lire. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Donc ça arrive, c'est aussi classique, on est très en retard. Nous avons une grosse pression pour livrer à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Que me conseilles-tu pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Donc ça, c'est une très bonne question aussi. Alors, bah oui, bon, de toute façon, c'est moi qui l'ai écrite, donc j'ai sélectionné que des questions que je trouve très bonnes. Donc la première question à se poser, c'est pourquoi on est en retard, bien sûr comme à chaque fois, toujours se poser la question pourquoi, mais se poser la question, est-ce que le retard il est dû à des aléas qu'on a eu, des impediments, des problèmes qu'on a eu mais qu'on n'aura pas forcément la prochaine fois. Par exemple, imaginons toujours le même exemple, nous sommes en automne, la moitié de l'équipe était malade pendant l'itération, voire plus, et du coup, bah, vu que la moitié des gens sont malades, ils ont la grippe, ils sont pas venus travailler, bah, on a produit beaucoup moins. Donc ça peut expliquer le retard. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va se produire qu'une fois et qui est lié au hasard? Ou est-ce que c'est un retard plus structurel, par exemple, on a pris trop d'user stories, plus que notre capacité, ou alors on a mal estimé les user stories. Et donc dans ce cas-là, le problème risque de se reproduire, parce que si on estime mal une fois, on risque d'estimer mal à chaque fois, et puis si on en a pris trop, ben voilà. Donc alors si c'est une raison conjoncturelle qui se produit qu'une seule fois, on peut rattraper un retard, mais pas sur un seul sprint, parce que si on a livré que la moitié des user stories ou des story points, on ne peut pas rattraper dans le sprint suivant la moitié du travail. Donc l'erreur des gens, par exemple, s'ils font 20 points, s'ils sont censés délivrer 20 points dans une itération et qu'ils en délivrent seulement 10, donc c'est la moitié, ils vont avoir tendance dans l'itération suivante à, au lieu d'en faire 20, ils vont vouloir faire 30 en se disant on va travailler 2 fois plus vite. Alors sachant que 30, si on part de 10, 30 c'est 3 fois plus vite. Bon, ça c'est pas possible. Une équipe ne peut pas augmenter sa performance d'un facteur 2 ou d'un facteur 3 comme ça d'une itération à l'autre, ni même en quelques itérations. C'est pas possible. Donc si on a un gros retard lié à des imprévus mais qu'on sait que ça va pas se reproduire, ce qu'on peut faire c'est rattraper le retard petit à petit. Donc on va charger un petit peu plus les itérations suivantes. Déjà on va se dire bah, les itérations suivantes les gens ne seront plus malades, donc on va retourner à la normale. Donc on a fait 10 à une itération, l'itération normale on devrait faire 20 si tout se passe bien. Parce que les gens sont revenus de leur arrêt maladie, mais comme on a pris du retard, bah, peut-être qu'on va faire 21 ou 22. En essayant de travailler un peu plus ou en faisant un peu différemment. Ça c'est possible pour un petit pourcentage, c'est toujours possible. Et surtout qu'il faut toujours prendre des petites marges de sécurité. Mais si on a un retard structurel qui est lié à des mauvaises estimations ou qui est lié au fait qu'on prend trop de story points, c'est impossible de rattraper le retard et puis en plus ça va s'accumuler et on sera en retard à la fin du PI. Donc dans ce cas, ce qu'il faudrait faire, selon moi, c'est alors déjà se poser cette question-là que je viens de vous dire. Alors désolé, j'ai été un petit peu long. Et ensuite, donc si c'est un retard structurel qui se reproduira d'itération en itération, faut se poser les bonnes questions et il va falloir envisager d'enlever des user stories à l'échelle du PI, donc c'est-à-dire prendre moins d'user stories pour les itérations suivantes et il va falloir faire des choix et il y a des choses qui, même si on a la pression à la fin du PI, il y a des choses qui ne pourront pas être livrées en temps et en heure.
Alors, autre solution, si on a vraiment la pression, mais qu'on n'est pas capable de faire ce qui nous est demandé au niveau de l'équipe, parce que c'est trop, parce qu'il y en a trop tout simplement. Une idée, ça pourrait être d'avoir des team members en plus, recruter entre guillemets des nouveaux team members pour renforcer l'équipe. Ça, c'est toujours possible, mais recruter des team members, il faut qu'ils s'intègrent, etc. Donc, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc, on va pouvoir augmenter la productivité, enfin, plutôt la production, c'est pas forcément la productivité. On va pouvoir augmenter la quantité de choses produites par l'équipe, si jamais on a des deadlines strictes pour certaines raisons. Mais ça doit se faire dans le temps, à l'échelle bon, de plusieurs mois au moins, quoi. Donc bon, ça peut peut-être se faire si on anticipe dès le début du PI qu'on aura ce genre de problème, mais c'est pas magique non plus. Donc voilà. Est-ce possible de rattraper le retard? Donc bon, ça dépend, comme j'ai dit, si c'est un retard lié à une cause unique qui ne se produit qu'une fois ou si c'est structurel. Et donc on va poser la question à ChatGPT. Alors je suis un petit peu long, mais voilà, ça fait aussi analyser des use cases d'agilité, ça fait un peu coaching et tout, je trouve ça intéressant. J'espère que ça vous intéresse en tout cas. Peut-être que ça vous ennuie, mais dites-le dans les commentaires. Si jamais c'est le cas. Alors si je vous dis de le dire dans les commentaires, c'est pas du tout pour faire des vues, hein, c'est juste pour créer une petite communauté, échanger, c'est toujours enrichissant. Alors moi, bien sûr, ça contribue à faire des vues et ça améliore l'algorithme, mais voilà. N'hésitez pas en tout cas. Analyser la situation actuelle. Donc rétrospective ciblée. Alors voilà, j'ai dit comprendre pourquoi. Alors ça peut très bien se faire dans une rétrospective, tout à fait. Excellente remarque, je ne l'avais pas dit. Y a-t-il eu des obstacles inattendus, des problèmes de priorisation, des dépendances mal gérées? C'est essentiel, tout à fait, essentiel de comprendre. Capacité réelle. Assure-toi que la capacité réelle de l'équipe pour la prochaine itération est bien réaliste en tenant compte des éventuelles interruptions ou des imprévus. Si la planification initiale était trop ambitieuse, il est crucial d'ajuster la charge de travail pour éviter un nouvel échec. Prioriser les user stories en fonction de la valeur. Effectivement, donc si les priorités, tout backlog doit être priorisé, donc si jamais on pense qu'on va être en retard, il faut dans tous les cas faire les choses dans l'ordre de priorité, et donc ce sont les user stories les moins prioritaires qui seront en retard. Définir les must-have, ok. Revoir les objectifs de l'itération, replanifier intelligemment. Donc ça, c'est si on se rend compte que de toute façon, on va être en retard tout le temps et qu'on rattrapera jamais le retard. Donc il faut replanifier effectivement et réduire le scope si nécessaire. Gérer la pression et éviter le surmenage. Communiquer avec le RTE, effectivement, ça peut toujours être du net. Si la pression devient trop forte, s'il est impossible de rattraper tout le retard sans compromettre la qualité ou la santé de l'équipe. Voilà, effectivement. Équilibrer la charge. Si les membres de l'équipe se sentent submergés, assure-toi de ne pas leur demander de travailler plus pour rattraper leur retard. Oui, c'est un bon conseil. Suivre de près les progrès, des listants de plus focalisés, pourquoi pas. Monitorer l'avancement. Bon, de toute façon, en général, monitorer, ça peut aider, mais ça ne fait pas de miracle non plus. Hein. Si les gens sont en retard, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et c'est rare que c'est juste qu'ils ont besoin de monitoring. Ça serait un peu du micromanagement ou... Bon, en général, c'est parce qu'on s'est trompé sur les estimations, qu'on a été trop ambitieuse, qu'il y a eu des imprévus. Alors ça peut être d'autres choses, des dépendances avec des équipes qui ne se passent pas comme on voudrait. Il peut y avoir plein de raisons. Est-il possible de rattraper le retard? Cela dépend de plusieurs facteurs. Si les user stories restantes peuvent être triées en fonction de leur valeur, tu pourras concentrer fort sur les plus importantes. Oui, mais ça dit pas si ça rattrape le retard ou pas, même si c'est un bon conseil. Réallocation des ressources. Si l'équipe peut éviter les distractions en se concentrant uniquement sur les stories prioritaires, elle peut rattraper une partie du retard, oui. Flexibilité. Si les stakeholders sont ouverts à réduire ou ajuster le scope, bon alors ça c'est pas rattraper un retard. Si les stakeholders ajustent le scope, on supprime des choses. Bon. Il est important de ne pas trop charger l'équipe et de privilégier un travail de qualité, même sous la pression, une bonne gestion des attentes de communication transparente. Bon, alors voilà, donc ça me paraît être une bonne réponse. Je trouve que c'est un peu moins bien que ce que j'ai dit, parce que moi j'ai fait la distinction entre est-ce que c'est un problème qui va se produire qu'une fois ou un problème récurrent. Donc c'est pas forcément exactement la même chose. On peut envisager de rattraper un retard et de le lisser sur plusieurs itérations à l'échelle d'un PI si jamais on a un retard pas trop important. Et donc voilà, donc ChatGPT n'a pas fait cette distinction, donc je mets 4. J'estime que c'est moins bien, c'est peut-être un peu sévère. Demandons à Claude. Alors, je vais encore zoomer.
Donc c'est la première fois, enfin non, c'est la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo, mais je n'ai pas encore eu les retours sur la première vu qu'elle n'a pas été diffusée. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Votre situation est complexe et fréquente dans un environnement safe où la pression pour livrer à temps est importante. Alors pourquoi on peut avoir la pression dans un environnement safe? C'est parce qu'on a des dépendances. On n'est pas tout seul. Alors bon, dans n'importe quel projet il peut y avoir la pression, mais dans un environnement safe, en fait, ce qu'on va faire, la partie du composant, la partie du produit qu'on va livrer peut être nécessaire à d'autres équipes. Donc ce qui peut renforcer la pression, effectivement. Surtout à l'échelle du PI programme incrémente. Analyser la situation actuelle, identifier les raisons du retard. Donc c'est toujours bien, effectivement, d'identifier, de comprendre. Évaluer précisément l'ampleur du retard. Tout à fait, évaluer l'ampleur du retard. Communiquer, informer, voilà, la communication. Alors je ne l'avais pas dit, mais effectivement, communication très importante. Transparence toujours. Soyez transparent, revoir les et ajuster la planification. Donc effectivement, dans tous les cas, il faudra ajuster, même si on lit le retard sur plusieurs sprints ou itérations, ou si on doit carrément enlever des choses du backlog à l'échelle du PI, dans tous les cas, il faudra réajuster la planification. Identifier les user stories les plus critiques, ok, priorisation. Travailler avec le product owner, effectivement, pour prioriser. Et identifier les éléments qui peuvent être reportés au prochain PI, tout à fait, bonne idée. Chercher des opportunités de simplifier certaines user stories. Oui, voilà. Donc ça peut être un compromis. Augmenter la capacité avec précaution. Évaluer la possibilité d'augmenter temporairement la capacité de l'équipe. Donc ça, je l'ai dit, ça peut être une solution, mais c'est pas magique. Bien souvent, il faut que les gens s'intègrent, etc. Et à très court terme, rajouter des membres, des team members à l'échelle d'un sprint, ça peut même nous ralentir sur un sprint. Parce qu'il faut le former, il faut l'intégrer. Voilà, bon, sauf dans certains cas, si y a quelqu'un qui connaît déjà le contexte, qui était dans l'équipe avant, donc voilà, tout est possible. Attention à ne pas épuiser l'équipe. Collaborer avec d'autres équipes, donc voilà, là on demande des renforts. Gérer les attentes, préparer directement différents scénarios de livraison à présenter au management. On se couvre effectivement. Soyez clair sur ce qui peut être réalisé. Donc c'est la transparence, améliorer les pratiques d'estimation. Alors voilà, donc ça permet pas de rattraper le retard, mais c'est quelque chose à faire effectivement si on se rend compte qu'on avait mal estimé, que le retard est lié à une mauvaise estimation. Considérer l'introduction et l'amélioration des pratiques comme le story point, calibration au niveau du train. Envisager des ajustements au niveau du train, discuter avec le RTE, ça ne fait pas de mal. Explorer les options comme hardening sprint ou innovation sprint qui pourraient être convertis en temps de développement. Bon, ça, effectivement, bon, moi je le recommande pas, mais l'innovation and planning iteration à la fin de chaque PI peut servir à rattraper un retard. Bon, moi je trouve qu'on ne devrait pas le faire, mais souvent c'est ce qui se passe. Tirer des leçons pour l'avenir, c'est toujours bien. Prévoyez une rétrospective approfondie, effectivement. Bon, disons que c'est très complet ce que nous donne Claude. Optimisation du backlog, réduction du scope, paralléliser, élimination des goulots d'étranglement, heures supplémentaires limitées. Voilà, bon, bah, ça en général, c'est pas vraiment une option. Alors ça peut arriver dans certains projets, bon, c'est très rare, je l'ai jamais vécu moi personnellement, mais j'ai déjà connu quelqu'un où, suite à un enjeu, une deadline hyper importante, etc., qu'il faut absolument respecter, les gens travaillaient le samedi. Donc, bien sûr, en heures supplémentaires, hein, c'est payé plus, mais bon, ça, c'est un rythme qui peut rendre service, mais qui n'est pas soutenable sur le long terme. Bon, bah, c'est pas mal. Ça n'a pas fait tellement la différence entre est-ce que c'est un problème conjoncturel ou structurel. Je trouve que c'est quand même un peu plus complet que ChatGPT, donc je vais mettre 4,5. Ensuite, Gemini. On va essayer d'aller plus vite. Je suis Scrum Master d'une équipe, donc ça c'est ma question. Situation complexe que tu rencontres. Ah, voilà, il compatit, ChatGemini. Comprendre les raisons du retard, analyse en profondeur, réunion d'équipe. Effectivement, comprendre la raison, c'est la base de tout. Réajustement des estimations, donc ça ne permet pas de rattraper le retard, mais ça permet de ne pas être en retard dans les prochaines itérations planning. Priorisation des user stories, la priorisation est très importante. Création d'un buffer, intègre un petit buffer dans la planification. Alors voilà, il faut toujours avoir un petit peu de marge de sécurité, effectivement, qu'on pourrait consommer en cas de besoin. Transparence, collaboration, négociation, oui. Réduire le gaspillage, tout à fait, ça peut aider, on optimise un peu. Améliorer la collaboration, utiliser les outils adaptés. Assure-toi que l'équipe dispose des outils nécessaires pour travailler efficacement.
Rattraper le retard. Voilà. Évaluation des options. Évalue les différentes options pour rattraper le retard en tenant compte de l'impact sur la qualité et le moral de l'équipe. Répartir la charge de travail. Répartir la charge de travail de manière équitable entre les membres de l'équipe. Bah, ça doit se faire tout le temps, même si on n'est pas en retard. Faire des heures supplémentaires si nécessaire et en accord avec les règles de l'entreprise envisage de faire des heures supplémentaires. Cependant, il est important de ne pas abuser de cela. On l'a déjà dit. Prévenir les retards futurs. Non, ça c'est bien, on pense à prévenir les retards futurs. Mettre en place les mécanismes de contrôle. Organiser les démos régulières. Bon, je vois pas en quoi ça prévient les retards. D'organiser des démos, et dans tous les cas, il faut en faire. Continuer à améliorer. Effectivement. La qualité avant la quantité. Tout à fait. Le bien-être de l'équipe. Bon. Bon, ça me paraît pas mal. Alors, je sais pas. Bon, là, j'ai introduit un demi-point de différence. Quel est le mieux? Gemini, ChatGPT, Claude. Bon, je vais mettre. Je trouve que Claude était plus complet, mais c'est peut-être subjectif. Donc, je mets quand même 4 pour Gemini. Ensuite, dernière question pour aujourd'hui. Je suis Scrum Master d'une équipe. Certaines US ne sont jamais réalisées à la fin du sprint et sont reportées de sprint en sprint. Que faire? Alors, pour ce genre de choses, si ça se produit, normalement ça ne devrait pas se produire. Parce que les US, dans un backlog, elles sont priorisées. Donc, on doit faire les US dans l'ordre de priorisation. Donc, si jamais, à la fin d'un sprint, ce qui peut arriver, on n'a pas eu le temps de faire tel ou tel US parce que parce qu'il y a eu un problème technique, ou on est en retard, ou quelqu'un était malade, normalement, cette US, elle est censée se retrouver dans le sprint suivant. Si on fait les choses dans l'ordre de priorité, elle devrait être une des premières à être traitée dans le sprint suivant. Donc, si on a une US qui se retrouve systématiquement non faite et reportée de sprint en sprint, ça peut venir de plusieurs raisons. Soit finalement c'est une US qui n'est pas prioritaire, et dans ce cas-là qui n'est pas si importante que ça. Ça peut arriver, pourquoi pas. Dans ce cas, c'est pas très grave, il faut vraiment se poser la question, bon, qu'est-ce qu'elle fait cette US? Est-ce qu'elle est bien formulée? Est-ce que c'est quelque chose d'aussi important? Est-ce qu'on ne peut pas juste la supprimer? Mais donc bon, ça c'est presque le cas le moins grave et le plus facile à résoudre. On se traîne une US comme ça, bon c'est pas très bien rangé, mais ça peut exister. Mais autre situation, c'est une US effectivement importante et prioritaire et on ne la traite pas pour certaines raisons. Alors il faut se poser la question pourquoi on le fait pas. Donc voilà, sur cette US, et puis si c'est une US importante, on se décide de la faire et on fait un plan d'action. Alors ça peut être par exemple parce qu'il y a des problèmes techniques qu'on ne sait pas résoudre, qu'on est en difficulté technique, donc on va chercher de l'aide à l'extérieur de l'équipe par exemple, ou alors on se met à plusieurs dessus. Ça peut être parce que cette US est en attente d'une dépendance d'une autre équipe, et dans ce cas-là, l'autre équipe est en retard et on pousse l'US de sprint en sprint. Donc que faire? Essayer de comprendre pourquoi cette US est en retard, et voilà. Donc on va commencer par Gemini cette fois, parce qu'on commence toujours par ChatGPT. J'ai l'impression que je passe plus de temps sur la première réponse que sur la dernière. C'est un problème courant que rencontrent de nombreuses équipes Scrum. Le fait que les user stories ne soient pas terminées à la fin du sprint et soient reportées peut indiquer des problèmes sous-jacents dans votre processus. Comprendre les raisons. Donc ça, je l'ai dit, analyse en profondeur, organiser une rétrospective. Bon, la rétrospective est toujours un bon lieu pour comprendre ce genre de problème, effectivement. Est-ce dû à une sous-estimation des tâches, à des problèmes techniques récurrents, à des changements de priorité fréquents ou à un manque de ressources? Excellente question. Feedback de l'équipe, demander aux membres de l'équipe. Ok. Ajustement des estimations, révision des estimations, technique d'estimation. Ok. Je vois pas en quoi une mauvaise estimation peut influencer sur le retard, parce que, si c'est systématiquement en retard, c'est que c'est pas seulement un problème d'estimation, je pense. Priorisation, mais bon, ça, on va pas en tenir compte, c'est juste superflu, mais c'est pas faux non plus. Priorisation efficace, alors voilà, la priorisation, c'est important. Donc normalement, si l'US est priorisée et qu'elle a un certain niveau de priorité, elle doit être faite tôt ou tard, même si c'est un peu en retard d'un sprint, voire de deux. À un certain moment, on doit arriver dessus. Définition claire des priorités, assurez-vous que les priorités des US sont claires et alignées avec l'objectif du produit. Réévaluer régulièrement les priorités. Effectivement, ça fait pas de mal. Limite de travail en cours, mise en place de WIP limite, limiter le nombre d'US en cours de développement. Ok, c'est vrai que ça peut être une cause en fait que certaines US ne sont jamais terminées.
Bon, je rentre pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Amélioration de la définition de donne. Critères de complétude claire, c'est vrai que ça peut ralentir en fait une US si on ne sait pas quand elle est vraiment terminée. Gestion des interruptions, réduction des interruptions, mettre en place des mécanismes pour réduire les interruptions, temps dédié, attribuer des créneaux, horaires spécifiques et des réunions de discussion afin de minimiser les interruptions, pourquoi pas. Adaptation, donc là il nous cite un peu toutes les étapes, toutes les raisons qui font qu'une US peut être en retard. Après, alors c'est des raisons pertinentes, mais si une US est en retard, une US bien précise est en retard spécifiquement à chaque itération ou sprint, itération et sprint c'est le même mot, je le reprécise, enfin c'est pas le même mot mais ça veut dire la même chose, c'est juste deux mots différents pour dire la même chose. Si une US est spécifiquement en retard à chaque sprint et qu'elle est décalée, c'est qu'il y a un problème spécifique avec cette US. Adaptation de la taille de l'US, US plus petite, ça peut aider, peut-être que l'US est trop grosse et que personne sait comment l'aborder. Communication régulière, transparence, feedback en continu, effectivement. Ok, alors ce qui est bien, c'est que Gemini a parlé de la priorisation. Bon, moi je vais lui mettre 5. Allez, hop. Donc on pose la même question à Claude. Hop. Donc Claude réfléchit. Cette situation est courante dans de nombreuses équipes Scrum et peut indiquer plusieurs problèmes sous-jacents. Analyser les causes profondes, toujours une bonne chose, je ne vais pas lire. Je pense que c'est... Ah voilà, les 5 pourquoi, oui, c'est une bonne idée. Vérifier la qualité des user stories, effectivement ça peut expliquer le fait qu'on ne fait pas telle user story, peut-être qu'elle est de mauvaise qualité, qu'on la reporte, peut-être qu'on attend des inputs du PO par exemple. Si elles sont trop grandes, aider le product owner à découper les éléments plus petits et gérables en éléments plus petits et gérables. Revoir le processus d'estimation. J'espère que, j'essaie de lire vite, j'essaie que ce soit assez dynamique. J'espère que ça n'est pas trop ennuyeux à suivre comme vidéo. Évaluer si l'équipe sous-estime systématiquement ses US particulières. Considérer l'utilisation de techniques d'estimation plus précises. Alors, comme je l'ai dit avant, si l'US est reporté d'itération en itération, je vois pas en quoi ce serait lié à une erreur d'estimation, mais bon, pourquoi pas. Examiner la priorisation, travailler avec le product owner, voilà, priorisation, c'est quelque chose que j'attends. Si elles sont constamment repoussées, peut-être ne sont-elles pas aussi importantes qu'initialement pensées. Effectivement, ça je l'ai dit. Vérifier les dépendances, alors voilà, donc on peut être en attente d'une dépendance d'une autre équipe, donc ça c'est une bonne chose. Améliorer la planification du sprint, assurez-vous que l'équipe ne surcharge pas le sprint backlog. Effectivement, si on n'est pas surchargé, normalement à la fin, au moins, même si on n'a pas envie de faire cette US, à la fin on est censé arriver dessus et on n'a plus le choix, on est obligé de la faire. Parce qu'il ne reste plus que ça, le reste du backlog est fait, du backlog de l'itération en cours. Encourager l'équipe à dire non aux US qu'elle ne pense pas pouvoir terminer. C'est vrai, peut-être qu'on a une US, alors peut-être qu'on a une US mal écrite, qu'on ne sait pas comment prendre, mais on n'ose pas dire non, donc on le repousse à chaque sprint. Mettre en place le système de parking lot. Pourquoi pas, effectivement, pour identifier les US un peu bloqués. Implémenter la règle du 3 strike, je ne connais pas. Si une US est reportée 3 fois, elle doit être obligatoirement réévaluée, potentiellement redéfinie ou supprimée. Ça me paraît une bonne idée. Favoriser la collaboration. Encourager le travail en binôme ou en mob programming. Effectivement, si c'est une US dure, on se met à plusieurs dessus. Le mob programming, c'est de se mettre à plusieurs dessus, si je simplifie. Assurez-vous que toute l'équipe comprend ces US et peut contribuer à leur réalisation. Revoir la définition de prêt. Definition of done, ça peut aider. Je ne vais pas détailler plus en détail. Mettre en place les checkpoints mi-sprint. Bon, chaque daily meeting peut être l'objet d'un checkpoint. Pas besoin de faire une réunion spécifique. Mais bon, par exemple, dans le meeting de backlog refinement, on peut regarder le sprint en cours. Voilà, ça peut être une bonne occasion parce que c'est dans le backlog refinement, c'est là où on va pouvoir poser des questions, par exemple au PO, demander des précisions sur certaines US qui sont présentées. Donc c'est la bonne occasion pour demander des précisions ou des éclairages sur des US qui sont en cours et qui nous mettraient en difficulté. Utiliser des métriques, suivre les métriques comme le taux de complétude des US ou la vélocité pour avoir une vue objective de la situation. Je vois pas en quoi ça peut aider, mais bon, pourquoi pas. Utiliser des données pour une discussion constructive avec l'équipe. Ok, les données, ça fait pas de mal. Ce qui peut faire du mal, c'est comment on les utilise, mais ça ne nuit pas si on les utilise bien.
Former l'équipe, si nécessaire, organiser des formations sur l'estimation et la décomposition. Bon, ok, soit revoir la composition de l'équipe. Évaluer si l'équipe a toutes les compétences. Peut-être qu'il nous manque des compétences dans l'équipe, effectivement, et qu'on n'est pas capable de réaliser cette US parce que elle est sur une technologie particulière. Donc même si l'US est importante, on n'arrive pas à programmer parce qu'il nous manque des compétences. Bon, bah, je trouve que la réponse de Claude est vraiment très complète. Donc je mets 5. Et ensuite, eh ben, on va terminer avec ChatGPT. Donc on va essayer d'aller vite. Et ce sera la dernière question de la présentation. Le report constant de certaines user stories d'un sprint à l'autre est un signe qu'il y a des problèmes sous-jacents à résoudre. Oui. Voici plusieurs pistes. Analyser les causes principales. Complexité sous-estimée, dépendance non gérée, priorisation floue. Effectivement, là, ça va droit au but. Je ne vais pas lire le texte, mais ça va vraiment droit au but. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. J'espère que c'est lisible si vous le regardez sur votre téléphone, sur votre télé. J'espère que vous arriverez à lire. Revoir le sprint planning. Mais sinon, vous pouvez poser vous-même les questions à ChatGPT ou à Claude ou à Gemini. Capacité, revoir le sprint planning, capacité réaliste. C'est vrai que si on prend trop de user story à la fin dans chaque itération, qu'on dépasse notre capacité, il y a forcément des user stories qui vont se retrouver non faites et peut-être reportées de sprint en sprint. Décomposer et affiner les user stories, découper les user stories trop larges, clarifier l'acceptation, effectivement, ça a déjà été dit. Suivi quotidien et ajustement en daily stand-up, le daily meeting, effectivement c'est le bon lieu pour en discuter, sans rentrer trop dans les détails, mais au moins lever les problèmes, quitte à faire une réunion spécifique dédiée pour traiter ce problème après, mais c'est la communication. Lever les obstacles rapidement, travailler avec le product owner, revoir la priorité des stories. Voilà, le terme priorité, donc ça c'est quelque chose que j'attends dans la réponse. Éviter l'accumulation technique. Si certaines stories sont reportées à cause de la dette technique ou de bugs récurrents, il peut être utile de prévoir du temps dans chaque sprint pour adresser cette dette afin de ne plus ralentir l'équipe à venir. Effectivement. Suivi des user stories reportées, créer un backlog spécifique. Donc ça c'est le parking lot dont on nous parlait tout à l'heure. Priorisation stricte, si une user story est reportée, elle doit être prioritaire dans le sprint suivant. Ça, je l'ai dit. Bon, bah c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est très clair, ça va à l'essentiel. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, je mets 5 aussi. Donc, j'ai aussi un petit tableau ici, donc, où je recense toutes les notes pour calculer la moyenne. Donc, 5, 2, 5. Là, j'ai été très sévère sur l'équipe qui ne veut pas faire de rétrospective. J'ai sanctionné l'appel à un membre extérieur à l'équipe. 4, 4,5, 4, 4, 4,5, 4, et ensuite 5, 5, 5. Oui, donc j'espère que ce tableau est assez clair. Donc, bilan, quelle est la meilleure IA? C'est toujours ChatGPT. Claude, alors la fois précédente, il y avait égalité entre ChatGPT et Claude. Claude perd un peu de terrain à cause de ce 2-là, mais bon, il pourra se rattraper. Et du coup, Gemini est toujours un petit peu derrière, mais il a fait aussi bien que ChatGPT sur les questions d'aujourd'hui. Et globalement, ça reste des très bonnes réponses. Donc voilà, pour toutes ces questions, je trouve que l'IA est vraiment de bons conseils et utile. Donc voilà, vous pouvez y aller, ça nous aide dans notre travail au quotidien. Même si ça ne fait pas tout. Dans une vidéo prochaine, je vous expliquerai quand même quelles sont les limitations de l'IA et pourquoi je pense que ça peut pas tout faire à notre place, malheureusement ou heureusement. Il y a certaines choses que l'IA ne pourra pas faire d'elle-même, en tout cas avec ce qu'on a aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.